Bonjour à tous, je suis Guillaume Hogan et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle gamme de Switch Catalyst 9000. Pour me présenter un petit coup, donc je suis responsable de l'équipe avant-vente chez Alzo sur la partie Cisco. Pour commencer, un petit agenda. Donc, je vais commencer par les grandes fonctionnalités de la gamme Catalyst 9000. Ensuite, je vous présenterai les différentes gammes de façon très succincte et je ferai un focus sur les gammes Catalyst d'entrée de gamme, le 9200 et le 9200L. Et je finirai par un petit focus sur le licensing de ces nouvelles gammes. Alors, commençons par les fonctionnalités. La création de réseaux grâce au Catalyst 9000 est beaucoup plus sécurisée que les anciennes générations, notamment grâce à ces trois piliers. Je vais commencer par le pilier central, qui est la partie infrastructure, et notamment grâce au Trustworthy System. C'est un outil qui s'intègre pleinement dans le Zero Trust, dans l'architecture Zero Trust, et notamment la protection du workplace. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien, ça va nous apporter la protection de l'équipement à part entière et être certain que l'équipement qu'on fait tourner sur le réseau, ben, c'est bien un équipement Cisco qui n'a pas été modifié au niveau hardware, que l'OS qui tourne sur cet équipement est un OS Cisco qui n'a pas été modifié par une faille de vulnérabilité ou ce genre de choses-là. Donc, ce premier point-là est très important pour garantir la sécurité de l'écosystème au niveau hardware, si je puis dire. Ensuite, on attaque la partie Secure Transport grâce aux fonctionnalités de MagSec qui arrivent sur tous les produits. L'idée de MagSec, c'est de faire du chiffrement au niveau des communications du LAN. Alors, vulgairement, ça pourrait s'apparenter à faire du VPN dans le LAN. L'intérêt, c'est que si jamais il y a une personne malveillante sur le réseau qui essaye de récupérer donc, du coup des informations via des attaques de man in the middle, ce genre de choses-là, il ne pourra pas les exploiter car tout le trafic sera chiffré au sein du LAN. Et l'avantage également, c'est que ça permet d'éviter des attaques de rejeu sur les sessions et de modifier les communications au sein du LAN. Et la partie sécurité avec la partie ETA, Encrypted Traffic Analytics, qui est portée par l'outil Steelwatch. Alors si vous ne connaissez pas Steelwatch, c'est un outil qui permet de cartographier le réseau au niveau comportemental. Ce que j'entends par là, c'est que chaque équipement du réseau va envoyer donc des informations à ce logiciel-là, et Steelwatch va tout simplement collecter et analyser ces données-là, et va sur plusieurs jours, plusieurs semaines, cartographier le réseau et déterminer une façon générale que les utilisateurs ont à utiliser le réseau. Ce qui nous permet, si jamais il y a une attaque de sécurité, un virus par exemple qui s'infiltre dans le réseau, de déterminer qu'il y a une fuite de données parce que justement on aura des communications vers l'extérieur, vers des IP qui ne sont pas utilisés traditionnellement, avec des volumes qui ne sont pas fidèles à ce qui sont utilisés de façon traditionnelle. Donc en fait on va cartographier le réseau, on définit une baseline et à partir du moment où on s'écarte de cette baseline-là, on va pouvoir monter des alertes de sécurité. Et la partie ETA, c'est un module spécifique qui va venir analyser le comportement des flux chiffrés. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des flux sont chiffrés, en tout cas sur la partie web, et évidemment, tous les malwares utilisent également cette technique-là pour éviter que les systèmes regardent ce qui transite à l'intérieur des communications et du coup déterminent qu'il y a de la fuite de données, des comptes bancaires, ce genre de choses-là. L'avantage de ça, de ce module-là, c'est qu'on va pouvoir voir le comportement des sessions qui sont chiffrées sans pour autant avoir besoin de déchiffrer. Ce que j'entends par là, c'est que aujourd'hui, quand on a de la fuite de données, c'est un comportement sur le réseau qui est identifiable. On ne va pas sortir plusieurs gigas d'un coup. Et donc tout ça, en fait, c'est cartographié. C'est des schémas, on va dire, réseau
qui reviennent, qui sont récurrents chez tout le monde, et du coup, on va pouvoir les identifier sans même avoir besoin de déchiffrer le contenu. Donc, j'en ai fini pour cette petite partie-là au niveau sécurité. Les réseaux plus résilients également. Vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil. Les catalystes font depuis longtemps de la haute disponibilité. Ils savent gérer du HSRP, du VARP, etc. Alors oui, tout à fait. On a des notions de stack pour pouvoir avoir des piles redondantes, du stackwise, etc. Les grosses nouveautés de ces gammes-là, c'est plus sur la partie hot patching et ISSU, ce genre de choses-là, qui vont permettre d'avoir des switches qui vont patcher beaucoup plus simplement et en impactant beaucoup moins le réseau. Par exemple, si vous avez une architecture qui est redondante, avec l'ISSU, on va pouvoir mettre à jour une pile de switch, rerouter le trafic sur la pile de switch qui est active, donc mettre à jour la première pile de switch. Une fois qu'elle est active, on va rediriger tout le trafic sur cette pile qui est à jour et on va passer à la deuxième pile de switch. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de couper l'intégralité du réseau pour pouvoir justement mettre à jour des switches. Et les notions de hot patching, ça va être sur des fonctionnalités spécifiques de l'EST. Par exemple, on a une problématique sur de l'OSPF au sein du réseau. Le TAC est capable de patcher les fonctionnalités sans avoir besoin de refournir l'intégralité du code iOS et donc du coup de remettre à jour le parc entier et de devoir redémarrer l'intégralité des switches. On va pouvoir mettre à jour juste la fonctionnalité, la redémarrer et du coup elle sera à nouveau disponible. On a également des switches qui sont prêts pour le futur avec l'arrivée du 802.11ax. C'est un protocole Wi-Fi qu'on entend de plus en plus, qui est aussi nommé Wi-Fi 6 maintenant. Qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener beaucoup plus de performance au niveau des utilisateurs pour le Wi-Fi. Techniquement, la norme permet de faire jusqu'à du 10 gigas théorique sur le Wi-Fi. Alors vous vous doutez bien que si jamais on a une borne qui fournit 5 gigas par exemple, data utilisateur, si on la connecte sur un switch avec un port 1 giga, on risque d'avoir un goulot d'étranglement relativement énorme. Pour pouvoir résoudre cette problématique-là, on a besoin de pouvoir fournir des densités, des vitesses à l'accès qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait l'habitude d'avoir avec du 1 giga. On a plusieurs solutions pour pouvoir faire ça. Soit on va doubler les liens, par exemple, si on veut faire du 5 giga, on va mettre 5 liens 1 giga. Alors, ça marche très bien pour faire une agrégation. La problématique, c'est que quand on a des bornes Wi-Fi, déjà, en règle générale, c'est compliqué d'avoir un seul câble RJ45 dans un faux plafond. Alors, en demander 5, c'est quasiment mission impossible. On pourrait mettre en place de la fibre. La problématique, c'est que du coup, on oublierait l'alimentation de la borne par PoE. Et si on mettait tout simplement un câble capable de faire du 10 giga, il faudrait que le câble le supporte, dans le sens où il faudrait que ce soit un câble catégorie 6E, etc. L'idée, là, c'est de pouvoir mettre en place un multi-gigabit, et ce multi-gigabit-là va permettre d'avoir une vitesse de port qui va venir s'adapter en fonction de la distance du câble, du type, de la qualité du câble, et évidemment de la borne qui va être en face. Cette technologie-là va pouvoir permettre de fournir du 1 giga, du 2 giga 5, du 5 giga ou éventuellement du 10 giga. Voilà. Donc là, du coup, avec un seul câble RJ45, on va pouvoir résoudre pas mal de problématiques au niveau de l'accès Wi-Fi et de la densité que nous impose le Wi-Fi maintenant avec ces nouvelles normes-là. On a également l'UPoE. Alors, vous connaissez tous la partie PoE qui va jusqu'à 15 watts, PoE+, qui permet d'aller jusqu'à 30 watts. Maintenant, on a l'UPoE, Universal PoE, qui permet d'aller jusqu'à 60 watts. On en reviendra un petit peu plus sur le sujet après. Justement, la partie IoT, eh bien, l'UPoE joue un rôle prépondérant dans la partie IoT. Aujourd'hui, il y a certains équipements qui demandent 60 watts. Des grosses caméras, par exemple, mais je pense notamment à des téléconnectés, des écrans connectés qui ne sont pas capables aujourd'hui d'être alimentés avec du simple 30 watts et qui requièrent des puissances beaucoup plus importantes. Et bien justement, grâce à l'avènement de l'UPoE sur ces gammes-là, on va pouvoir alimenter ce type de produit-là. Évidemment, on parlait d'écrans connectés, la gamme 9000 permet également
d'avoir des temps de réponse au niveau audio et vidéo améliorés par rapport aux gammes précédentes. Et enfin, pour revenir sur la partie PoE, on intègre des nouvelles fonctionnalités qui sont par exemple le Fast PoE qui va avoir en fait une négociation du PoE beaucoup plus rapide, de l'ordre de quelques secondes à la place d'une trentaine de secondes habituellement. Vous allez me dire c'est anodin, mais dans certains cas, ça a une grosse importance. La notion de perpetual PoE, ou UPoE dans le slide, c'est la notion d'avoir du PoE continuellement, même si le switch fait un soft reboot. Ce qui peut être très intéressant, par exemple, quand on est sur des environnements IoT, typiquement où on va venir connecter les lumières au switch, des caméras, des sensors de sécurité, etc. Quand justement le switch redémarre, ben, ce serait bien de ne pas impacter ces équipements-là pour qu'ils puissent stocker les informations en local et pouvoir les refournir au serveur derrière quand il a une connectique réseau à ce niveau. Des réseaux beaucoup plus programmables également, notamment grâce aux API. Donc les Catalyst 9000 tournent sur un iOS qui s'appelle l'iOS XE, qui va fournir des API pour le monde extérieur. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. On avait historiquement du CLI ou de l'interface web. Ça, c'est des choses qui marchent très bien, mais quand c'est un humain qui va venir interagir avec. Quand c'est un programme qui va venir interagir avec le switch, lui dire d'aller chercher dans l'interface web, c'est compliqué, et d'utiliser une CLI qui est faite pour parler à un humain ne va pas être très efficace quand on va devoir développer un programme pour pouvoir piloter un switch. Les API vont permettre de formaliser les données dans des formats qui vont être compréhensibles beaucoup plus simplement pour des programmes. Et du coup, on va pouvoir créer des outils qui vont venir pouvoir s'intégrer, interagir justement avec le switch. Enfin, le switch ou n'importe quel équipement sur le réseau au final. La partie application hosting, là, c'est l'idée d'avoir des applications qui vont tourner directement au sein du switch. L'idée, c'est pas de remplacer un serveur traditionnel, mais par exemple, si on a besoin de faire des captures de trafic, de monitorer le trafic pour faire des performances, des études de performance réseau, ce genre de choses-là, on va pouvoir venir faire tourner des softs directement au sein du switch pour pouvoir faire certaines choses. Et la partie streaming télémétrie, là, ça va être des applications qui vont venir tout simplement faire de la télémétrie sur le switch, et du coup pouvoir pousser ça en live de façon beaucoup plus simple que du SNMP, beaucoup moins consommateur de ressources que le SNMP traditionnel. Et du coup, les Catalyst 9000 s'intègrent également très bien dans la stratégie Intent-Based Networking également, grâce justement à ce qu'on a vu juste avant. Pour résumer un petit peu cette stratégie, on a des attentes, donc les intents, donc ça va être les attentes, on va dire, business de la société. Par exemple, ça va être je ne veux pas que mes utilisateurs guest puissent communiquer avec des serveurs locaux. Je veux qu'il y ait de la QoS quand je mets en place un appel téléphonique, etc., etc. Ces attentes, on va les convertir en policy. Ces policies, en fait, elles vont être poussées sur les équipements au travers d'un module d'automatisation. Pourquoi on va automatiser ça? Eh bien, tout simplement parce que quand on met de l'humain au milieu de la chaîne, il y a des risques d'erreur. Donc, parce qu'on ne fait pas forcément attention, forcément, du coup, on va pouvoir oublier des choses, etc. Le fait d'automatiser, on est sûr et certain que l'information a été poussée. Si jamais l'information n'a pas été poussée, on aura des messages d'erreur qui permettra, par exemple, de faire un rollback sur l'intégralité du réseau pour être certain que le réseau fonctionne sur une version qui est comprise et qui est commune à tout le réseau. Voilà, ça va être la partie vraiment activation sur les équipements. Ensuite, ces équipements, du coup, j'en parlais tout à l'heure, ils vont remonter de l'information, la partie télémétrie, ce qu'on va appeler le contexte dans ce cas-là, qui va passer dans un module d'analytique qui va permettre de voir le comportement du réseau, de pouvoir faire de la prédiction, savoir que tel lien sur le réseau va être saturé dans quelques mois parce qu'on a de plus en plus d'utilisateurs, ce genre de choses-là. Et cette analytique va nous fournir ce qu'on appelle l'assurance, qui va nous permettre de vérifier également que les policies
qu'on a en place sont bien respectés. Et du coup, la boucle est bouclée au niveau du réseau. Donc cette stratégie, elle s'appelle Intent-Based Networking, donc c'est quelque chose qui est général, vous la retrouverez à peu près chez tous les constructeurs. Cisco, sa formulation, on va dire, commerciale, marketing, ça s'appelle Cisco DNA. Voilà, ça s'intègre dans l'architecture Cisco DNA. Voilà, j'en ai fini pour la partie fonctionnalité. Je vais vous présenter maintenant de façon très brève la famille des Catalyst 9000. Donc elle se compose en cinq gammes. Donc les Catalyst 9200, 9003, 9004, ce sont des switches d'accès où on va venir connecter directement les utilisateurs ou éventuellement les bornes Wi-Fi. Et ensuite, on va avoir les commutateurs donc 9005, 9006 qui, eux, seront plus pour la partie cœur ou distribution. On le verra tout à l'heure en termes de fonctionnalité, mais on va être sur la gamme 9005 et 9006, on va être sur des switches qui ne seront que fibres au niveau à ce niveau-là, donc ce sera 10 Go, du 25 Go, 40 ou 100 Go uniquement. On n'aura pas de RJ45 sur ces gammes-là. Si on veut du RJ45, ce sera forcément sur les gammes 9002, 9003 ou 9004. Donc nous, on va se concentrer ce matin sur les 9200. Les 9200, si on fait un bref résumé de la plateforme, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc on va être sur des switches qui vont être 24 ports ou 48 ports, il n'y aura pas d'autres densités de ports. On va être sur des switches qui seront minimum gigabit, d'accord? Donc Cisco a complètement abandonné le Fast Ethernet et on va pouvoir avoir des uplinks qui vont faire du 4 x 1 giga, du 4 x 10 giga, dans certains cas du 2 x 25 giga ou du 2 x 40 giga. On va avoir du PoE évidemment. En termes de mémoire et de flash, on va être sur du 4 ou 2 giga et 4 giga de flash, un UADP 2 mini qu'on verra un petit peu plus tard, et des fonctionnalités pour la partie maintenance, par exemple avec une puce RFID qui va venir permettre, quand on va faire un inventaire physique des équipements, de pouvoir scanner directement la petite puce RFID. Ça va nous remonter le modèle du switch et directement le numéro de série sans avoir besoin d'aller récupérer la petite étiquette qui est collée souvent derrière le switch. Quand le switch est racké, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est des petites choses, mais qui permettent de simplifier la vie des utilisateurs et des administrateurs au fil de la maintenance. Cette gamme Catalyst 9002, elle est scindée en deux séries, donc 9200L et 9200. La grosse différence entre les deux gammes, c'est que on va avoir des switches qui vont être avec des modules fixes en uplink sur les 9200L et des ventilateurs, qui vont être fixes également. Et tous ces éléments seront modulaires sur la gamme 9200. La gamme 9200 sera également un petit peu plus performante en termes de performance pure. En termes de densité de port, donc sur des switches à 1 giga, on va retrouver, donc je le disais en préambule, du 24 ou du 48 Go, 48 ports, gigabit, avec des uplinks 1 ou 10 giga, au nombre de 4 à chaque fois. On va retrouver la possibilité d'avoir des switches qui sont pure data, donc sans PoE, et des switches qui sont full PoE à ce niveau-là. Ensuite, je parlais du multi-gigabit. Donc ces switches-là, à la différence des précédents, seront forcément PoE. D'accord, on n'aura pas de switch dit data, tout simplement parce que la notion de multi-gigabit est faite principalement pour pouvoir venir accueillir des bornes Wi-Fi, et du coup, ne pas mettre de PoE sur ces switches-là aurait que peu de valeur. En termes de densité de port au niveau du multi-gigabit, on serait sur du 8 ports multi-gigabit sur du 9200, idem sur le 9200L, à l'exception d'un switch qui permet d'avoir 12 ports multi-gigabit. Ce switch-là arrivera également dans la gamme 9200 très prochainement. Je parlais de PoE. Aujourd'hui, toute la gamme 9200, 9200L permet de gérer du full PoE, donc à 30 watts. Le UPoE se retrouvera uniquement à partir de 9300. Par défaut, l'ensemble des switches permet de faire du PoE seulement à 15 watts 4. D'accord ? On n'aura pas le budget PoE nécessaire par défaut pour pouvoir faire du 30 watts par port. Par contre, on a la possibilité sur l'intégralité des gammes de mettre deux alimentations. Alors, pour la redondance électrique par défaut, mais également pour pouvoir booster la puissance du PoE.
Et donc, à ce moment-là, quand on va booster la puissance du PoE, automatiquement, l'intégralité des ports du switch pourront fonctionner à 30 watts par port. Je reviens un petit peu sur la partie des uplinks. Donc là, on est sur un focus uplink 9200. Donc là, vous le voyez, ils sont modulaires. Donc 4 fois 1 giga, 4 fois 10 Go sur l'intégralité de la gamme 9200. Du 2 fois 25 Go et du 2 fois 40 Go uniquement sur les switches multi-gigabits. Vous retrouvez exactement la même composition sur les 9200L. Alors évidemment, ce seront des switches qui seront avec des uplinks fixes, donc vous aurez des refs spécifiques pour chaque uplink, sauf que vous n'aurez pas 2 fois 40 Go sur les 9200L. On s'arrêtera à du 2 fois 25 Go. La notion de stack, l'intégralité de la gamme est stackable, évidemment. On est sur 8 membres par stack. Ce qu'il faut retenir, ça va être la vitesse, donc la différence de vitesse. Donc on sera sur 80 Go sur du 9200L et du 160 Go sur du 9200. Ce qu'il faut retenir également, on n'a pas la possibilité de mixer les gammes. Donc on ne peut pas faire un stack avec du 9200L et du 9200. Et au sein d'une même gamme, il faut évidemment que les switches soient en même version de licence. On ne peut pas mixer les gammes et on ne peut pas mixer les types de licences au sein d'un même stack. Les kits de stack sont vendus séparément, donc il faut bien penser à prendre les kits de stack pour pouvoir stacker les switches. Les câbles sont traditionnels, c'est 50 cm, 1 mètre ou 3 mètres. Je parlais des ventilateurs aussi tout à l'heure, donc ventilateur fixe sur le 9200L, ventilateur modulaire sur le 9200. L'avantage du modulaire, bah, évidemment, c'est si vous avez un ventilateur qui crame, vous pouvez le remplacer tout simplement. Il ne sera pas le cas sur le 9200L. Par contre, 9200L embarque 2 ventilateurs et il n'en a besoin techniquement que d'un seul pour pouvoir fonctionner convenablement. Alors évidemment, si les 2 ventilateurs tombent en panne, il faudra procéder à un RMA. Les ASIC, donc là du coup on est sur la nouvelle génération d'ASIC au niveau de ces gammes-là. Donc là on est sur un UADP 2.0 mini pour la gamme 9200-9200L. Pour faire simple, qu'est-ce que va nous apporter ces ASIC? Ça va nous apporter toute la technologie, toute la partie programmatique, toute la partie puissance. Elle va être portée par ces puces à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand un switch il est donné pour faire quelque chose, sur un modèle traditionnel, il ne fera que ça. Donc, par exemple, s'il est fait pour pouvoir notamment switcher basiquement, prendre un paquet d'un port A et l'envoyer sur le port B, du coup, il fera que ça. Avec ce genre de puce-là, on va pouvoir notamment booster ses performances, mais également pouvoir reprogrammer la puce pour qu'il puisse faire également autre chose. Et du coup, par exemple, pouvoir lui apporter du MPLS, faire du NAT directement sur les switches, ce genre de choses-là. Et c'est grâce à cette puce-là qu'on va pouvoir apporter ces nouvelles fonctionnalités et cette évolution dans le temps également. Un petit comparatif entre les 9200 et les 9200L versus les gammes précédentes, Catalyst 2960X et 2960XR. Pour référence, mais vous voyez de façon assez rapide que les modèles 9200 sont plus performants que les existants pour, en termes de ratio prix, un produit équivalent. Si on fait un petit résumé, une synthèse en une slide, switch modulaire pour les gammes 9200, fixe pour tout ce qui va être 9200L, on va être sur du 24 ports ou du 48 ports dans tous les cas. Certains modèles embarquent du multi-gigabit, donc 8 ports multi-gigabit, donc ils vont nous permettre de pouvoir faire du 1 giga, 2 giga 5 giga ou 10 giga. Une version 12 ports multi-gigabit sur le 9200L qui arrivera également sur le 9200. Alors évidemment, sur les switches qui sont 8 ports multi-gigabit, quand on a 24 ports, les autres ports sont giga traditionnels. On va avoir la possibilité sur l'intégralité de la gamme de mettre des alimentations redondantes pour pouvoir redonder électriquement, mais également booster les performances du PoE. Et du coup, en termes d'uplink, du 4 x 1 giga, 4 x 10 giga, 2 x 25 et 2 x 40 giga. Et toutes les fonctionnalités software qu'on retrouve sur le côté, grâce à l'UADP2, des switches qui viennent programmables, on va pouvoir faire du hot patching, les notions de perpetual PoE, fast PoE, etc. Et maintenant, la dernière partie, la partie licensing.
Historiquement, vous connaissiez sûrement les différents niveaux de licence sur les switches. On avait du LAN Light, LAN Base, IP Light, IP Base, IP Service. Maintenant, avec les 9000, on n'a plus que 2 niveaux de licence, qui équivaut à un IP Light pour l'entrée de gamme et de l'IP Service pour le haut de gamme. Et ça va être la notion de Network Essential pour l'IP Lite, pour l'équivalent de l'IP Lite, et Network Advantage pour la partie IP Service. Et sur ce slide, il y a une licence supplémentaire qui est Cisco DNA Essential ou Cisco DNA Advantage. Ces licences-là viennent automatiquement avec le Network Essential ou le Network Advantage. C'est une licence en souscription, donc vous devez l'acheter sur 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Cette licence-là, elle va venir débloquer les fonctionnalités DNA. J'en ai parlé un tout petit peu juste avant, qui était sur la partie Intent-Based Networking, donc la partie automatisation, la partie programmatique, etc. Ce sont des fonctionnalités qui, aujourd'hui, sur l'intégralité des gammes 9000, sont obligatoires à l'achat. Vous n'êtes pas obligé de les renouveler à la fin de la licence, si vous ne les utilisez pas. Vous n'avez pas déployé vos équipements dans un environnement DNA. Par contre, vous êtes obligé de les acheter au départ. Alors, n'ayez crainte, le pricing de ces gammes 9000 font en sorte que ce ne soit pas un coût supplémentaire par rapport aux gammes historiques. Donc, si vous achetez un 9200 24 ports, eh bien, il sera au même prix qu'un 2960X 24 ports, même si on a une licence DNA Essential de 3 ans en supplément. En termes de fonctionnalité, Essential d'un côté, Advantage de l'autre. Ces modules network sont perpétuels, voilà, pas besoin de les renouveler au bout de 3 ans. C'est eux qui vont vous apporter les fonctionnalités, on va dire, historiques de la partie switching, le routage, les VLAN, ce genre de choses-là, la haute disponibilité, et du coup la partie DNA Essential qui est term-based, donc sur 3 ans, 5 ans ou 7 ans, qui va nous apporter toute la fonctionnalité DNA à ce niveau-là. J'en ai fini pour ce matin. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. À bientôt.